Tu peux y aller. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Je sais jamais. Je crois que c'est présenté maintenant, je crois, Adeline, sur Meet. C'est ça, c'est le carré avec la flèche dedans et tu partages tout l'écran. Tout l'écran. Ok. Alors, comme je suis sur un double écran, je vais partager celui-là. Alors, vous me dites si vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. Ok. Bon. Ok. Alors, donc, je ne me trompe pas. Donc, alors, aujourd'hui, moi, dans ma présentation, je vais vous parler donc du SEO. Donc, le SEO, c'est comprendre l'algorithme qui permet de mieux référencer votre site Internet. Quand on parle de SEO, on parle de toutes les actions et les stratégies que l'on va mettre en place pour améliorer son référencement, soit la visibilité, le positionnement sur les moteurs de recherche. Donc, il existe plusieurs moteurs de recherche dans le monde, comme Google, Bing, Yahoo, Ask.com, plein de moteurs que vous connaissez tous, je pense. Mais aujourd'hui, je me suis concentrée dans ma présentation sur l'indétrônable, on va dire Google, qui occupe une part de marché qui dépasse les 90% dans la plupart des pays. Donc, je vais aborder différents thèmes comme le référencement, l'algorithme de Google, l'objectif du SEO, mais aussi les critères de l'algorithme, la thématique et enfin le référenceur web. Donc, le référencement. Donc, le référencement, c'est ce que l'on a à l'écran. Quand on fait une recherche sur Google, on tape une requête ou un mot-clé dans la barre de recherche, comme par exemple barbecue à gaz. L'algorithme de Google va faire une liste des sites les plus pertinents aux moins pertinents en fonction de votre requête ou des mots-clés. Il existe deux types de référencement. Le référencement SIA, le Search Engine Advertising et le SEO. Alors, le SIA, c'est le référencement qu'on dit payant. C'est des annonceurs ou des propriétaires de sites qui payent Google pour être mis en avant. Et il y a également donc le SEO, le Search Engine Optimization, que l'on appelle référencement naturel ou organique. Ce sont des pages web de sites qui sont choisis par Google en fonction de leur pertinence vis-à-vis de la requête tapée par l'internaute. Je vais maintenant vous parler de l'algorithme de Google. On peut déduire que Google a la capacité de lire le contenu des pages de chaque site du monde entier et l'intelligence de les trier et de les ranger par ordre de pertinence. Tout cela est dû à un algorithme. Et cet algorithme va s'intéresser au contenu que contient les pages web pour baser son raisonnement, mais pas que. L'algorithme contient pas moins de 200 critères d'évaluation qui vont lui permettre de juger si une page web est pertinente ou non en fonction de telle ou telle requête. Maintenant, l'objectif du SEO. Quels sont les critères sur lesquels se base l'algorithme pour ériger un classement des sites ou des pages web les plus pertinentes? Et c'est là tout le travail d'un référenceur web dont je vais vous parler un peu plus tard. L'algorithme de Google, tout d'abord, c'est un secret. Je vous en parle juste après. L'objectif du SEO, c'est comment optimiser son site. Quel type d'action il faut mettre en place pour qu'il ressorte dans le top des positions des moteurs de recherche de Google. Plus on sera positionné haut dans le top 1, 2 ou 3, et plus le site ou la page sera visible par les internautes de Google qui font une recherche. On sera positionné en tête de gondole. Les internautes cliquent sur les premiers liens qu'ils voient, et la première page liste les 10 meilleurs sites les plus pertinents. Il faut souvent éviter d'être relayé en position de page 2 parce que les internautes y vont peu souvent et on dit qu'on est relayé dans les catacombes. Il faudra optimiser votre SEO pour tenter de figurer parmi les meilleures positions des résultats de recherche qu'on appelle le SERP. Donc c'est le Search Engine Result Page. En français, c'est la page des résultats du moteur de recherche. La qualité de la page, la qualité du site jouent un rôle très important auprès donc de l'algorithme. Pour expliquer le référencement, on va prendre l'exemple d'une bibliothèque.
Imaginons que Google ou un autre moteur de recherche comme Bing ou Yahoo, c'est une grande bibliothèque qui a tous les livres du monde. On va dire qu'un site internet, c'est un livre, car comme un livre, un site internet possède plusieurs pages qui sont toutes reliées entre elles. Imaginons que vous voulez chercher comment changer la roue d'une trottinette. On va donc rentrer dans la bibliothèque et on va demander à la bibliothécaire, qui est l'algorithme de Google, de nous trouver tous les livres dans lesquels se trouve cette information. L'algorithme va dresser la liste de tous les livres qui font référence à comment changer une roue de trottinette et il va aussi trier et classer par ordre de pertinence les sites qui vont donner la meilleure information possible. Il va même faire mieux en vous indiquant dans quelle page la réponse à notre question. L'algorithme donne une liste des meilleures pages, donc une SERP cohérente, et c'est l'algorithme qui va décider quelles sont les pages les plus pertinentes en fonction des critères d'évaluation. Mais quels sont les critères définis par cet algorithme? Tous les jours, l'algorithme parcourt des milliards de pages du web du monde entier. Et tous les jours, il vérifie, il analyse chaque page et chaque site pour lui attribuer une sorte de note. Si votre site coche tous les critères, ou que Google vous attribue une meilleure note que les sites concurrents, alors il vous placera en première position des résultats de recherche. Pour différencier des sites qui parlent du même sujet, Google va analyser le contenu. Par exemple, si notre site contient 1500 mots et que le site concurrent n'en contient que 100, Google nous attribuera une meilleure note. Mais cela ne veut pas dire qu'il sera mieux positionné car il y a plus de 200 critères qui rentrent en compte et c'est la note globale qui fait toute la différence. Si par exemple notre site contient une ou plusieurs images en HD qui sont très lourdes ou qui prennent beaucoup de place, le problème est que quand l'internaute va cliquer sur la page, celle-ci va peut-être mettre plusieurs secondes à charger à cause du poids de l'image qui est trop lourde, alors que notre concurrent, lui, il a mis une image plus optimisée, plus rapide à charger, et sa page va s'afficher en 0,5 secondes, par exemple. Les gens auront la flemme d'attendre si la page mettra trop de temps à s'ouvrir et ils repartiront aussi secs qu'ils sont arrivés. Et Google calcule cette métrique qui s'appelle le taux de rebond. Si le taux de rebond est élevé, cela signifie que les gens arrivent et repartent direct. Pour Google, cela signifie que notre site n'est pas pertinent ou intéressant puisque les gens ne restent pas et vont sur un site concurrent qui charge beaucoup plus vite. Et Google est aussi capable de savoir à quelle vitesse votre site peut charger. Plus c'est lent, moins c'est bien. Je vais maintenant vous parler du SEO on-site. Faire du SEO on-site signifie l'optimisation de l'ensemble de son site internet sur son site. Je viens vous donner à l'instant 2 exemples de critères pour l'optimisation. Qui dit SEO on-site dit SEO off-site. Cela signifie l'optimisation de l'environnement externe de votre site. Google va évaluer si notre site internet est recommandé par d'autres sites. Donc, si d'autres personnes et d'autres sites parlent de vous, plus vous serez crédible aux yeux de Google et la note va augmenter. Par exemple, les sites de restauration et TripAdvisor. On en vient donc à la thématique. Google navigue de site en site et va céder des liens. Si un site internet parle de notre site, Google va se rendre sur ce lien et arriver naturellement sur notre site. Si 500 sites parlent de nous et postent le lien de notre site sur le leur, Google va se dire que notre site est recommandable et qu'il a l'air plutôt pertinent et forcément la note sera meilleure. Dans la logique, on fonctionnera comme ça, mais dans les faits, c'est un peu différent parce que Google tient compte de l'autorité. Google nous accordera plus de crédit avec 2 liens dits backlinks qui proviennent de sites gouvernementaux, car ce sont de vrais sites d'autorité, donc sérieux, plutôt que si on avait 500 liens qui proviennent de sites peu recommandables. Le backlink désigne un lien hypertexte à l'intérieur d'un contenu pointant vers un autre site, un autre domaine. Il est préférable d'avoir notre lien affiché sur un site autour de la thématique des trottinettes plutôt que sur 200 sites autour de la cuisine, par exemple. C'est ce qu'on appelle la thématique d'où l'on va recevoir nos liens. Le SEO, c'est aussi soigner son contenu, son site, mais aussi sa notoriété en essayant de répondre à un maximum de critères. Je vais maintenant, pour finir, vous parler du référenceur web. On ne verra pas les 200 critères en détail car cela serait trop long et en réalité, personne ne les connaît tous et personne ne sait quel critère va attribuer le plus ou le moins de points. Personne ne peut vous garantir un positionnement dans Google car l'algorithme de Google, c'est un des secrets les plus gardés au monde. Et je vous disais tout à l'heure, le SEO, ce n'est pas une science exacte et personne ne sait quels sont les critères. Les 200 en tout cas.
Le travail d'un référenceur, c'est de tester et encore de tester pour voir quelle optimisation marche le mieux à l'instant T. Il existe différents types de référenceurs, 3 pour être exact. Le SEO White Hat, ce sont les référenceurs qui suivent à la lettre les recommandations SEO de Google. Google donne des recommandations en faisant croire que c'est la bonne marche à suivre. Si Google donnait sa recette, tout le monde réussirait à se positionner en première position. Et donc, les propriétaires de sites ne s'embêteraient plus à payer pour être référencés et Google gagne de l'argent en vendant son référencement. Google AdWords, créé en octobre 2000, c'est la plateforme publicitaire de Google qui est renommée depuis en Google Ads. Autre référenceur, le SEO Grey Hat. Ce sont des référenceurs qui vont chercher à manipuler l'algorithme, tout en essayant de rester sous les radars. Une tentative de manipulation de l'algorithme extrêmement connue est le netliking. Le netliking, c'est une technique SEO qui vise à démontrer la popularité d'un site web aux yeux des moteurs de recherche grâce à des liens qui proviennent d'autres sites et qui pointent vers le vôtre. Pour aller plus vite qu'un white hat, le grey hat va aller poster le lien de son site sur d'autres sites par lui-même. Le troisième type de référenceur, c'est le SEO black hat. C'est quelqu'un qui va délibérément manipuler l'algorithme, qui va avoir des résultats fulgurants et qui va vite se faire éjecter de Google. Parce que Google pénalise lorsqu'il se rend compte qu'on essaye de manipuler son algorithme. Google est de plus en plus intelligent et le black hat fonctionne de moins en moins. En conclusion, le SEO est une compétence à part, qui est indispensable dans le monde du web. La visibilité, c'est le nerf de la guerre. Le SEO, c'est aussi et surtout le meilleur moyen de créer un business automatisé et sur le long terme. Une fois qu'une page est référencée, elle va généralement rester à la même place plusieurs mois, voire plusieurs années. Et si le job est bien fait, il est possible que le site varie de 1 ou 2 positions. Le SEO s'inscrit dans une démarche de long terme et permet de pérenniser votre business. Cela mettra plus de temps à se mettre en place, mais tout dépend du SEO que vous allez choisir et l'énergie que l'on va mettre dans le projet. Soit on reste dans le cadre et on attend, soit on sort un peu du cadre sans se faire remarquer et on a généralement des résultats plus rapidement, soit on fonce avec des résultats immédiats, avec comme conséquence d'être éjecté par Google. Et voilà, j'ai fini. Ok, est-ce que quelqu'un a des commentaires, des suggestions ou autre? J'aurais éventuellement une question, ce que j'ai vu dans les premiers cours du bloc EpiWiz, justement sur le référencement, comme quoi sur la partie HTML d'un site, l'utilisation des bonnes balises permettait un meilleur référencement. On rentre dans ce cadre-là, en fait, du SEO. Cindy, t'as la réponse ou pas? Alors, pas vraiment. Attends, je réfléchis, mais là, comme ça, je pourrais pas te donner une réponse exacte, donc je préférerais qu'Adeline me soutienne sur ça, parce que non, je ne pourrais pas te dire. Pas de souci. Alors les balises, oui, ça peut aider. Ensuite, si tu regardes alors dans les sites internet, au début, quand tu fais ta recherche sur Google, alors Cindy, est-ce que tu peux repartager ton écran et montrer, s'il te plaît? Donc quand tu fais une recherche sur Google, tu verras qu'il y a des petits mots-clés en dessous et ça aide au SEO. Donc vas-y Cindy, fais une recherche sur ce que tu veux. Par exemple, on va tenter les grille-pains, par exemple. Alors, attends, je me mets sur une page internet. Là, vous voyez Google. Là, on voit le SEO. Google arrive. Ah. C'est bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je mette? Je sais pas. Quelqu'un a une idée? Les fleurs. Allez. Les fleurs. Entrée. Vas-y. Alors, vas-y, descends un petit peu. Là, tu vois, par exemple, juste en dessous, les fleurs de Paris, tu as un truc écrit en gris. Oui, ici. Voilà, et ça, tu peux, entre guillemets, le manipuler. C'est-à-dire que tu peux choisir tes propres mots-clés. Alors, c'est plus voyant encore dans WordPress, par exemple.
Parce qu'avec Ouais. WordPress, tu peux les sélectionner directement Mhm. et écrire une petite phrase avec, par exemple, Yoast SEO. Tu peux le faire. Oui. Et donc voilà, ça se manipule. Tu peux le faire aussi en HTML, CSS et mettre les mots-clés que tu veux dans une petite phrase résumée qui se positionne plus Oui, que là. effectivement, je me souviens dans la partie HTML, dans la formation, à un moment donné, le formateur explique qu'il faut un certain nombre de mots. Parce que là, par exemple, dans cette, on va dire, présentation des fleurs de Paris, à la fin, on voit 3 petits points parce qu'ils ont dû mettre tellement une phrase qui est très longue. Et je crois qu'il y a un certain nombre de mots qui sont affichables, on va dire. Exactement. Sinon, après, c'est trop long. Ça fait 3 petits points. C'est ça, C'est donc ça? c'est ça, D'accord. c'est exactement ça. En fait, il faut réfléchir Ok. à la phrase qu'on veut mettre Mhm. pour que justement ça ne dépasse pas et que tu puisses voir ta phrase en entier. D'accord. Le but, c'est d'y mettre un maximum de mots-clés C'est pour ça. que ça puisse être pertinent et que ça ressorte dans les moteurs de recherche quand on tape un mot, mais pas que. C'est ça. Ok. Après, est-ce que tu as cherché des sites pour vérifier son SEO, etc. ou pas? Non, je me suis juste arrêtée à vraiment qu'est-ce que c'était que le SEO, mais j'ai pas été plus Ok. loin en mode de recherche, c'est-à-dire comment, tu veux dire comment le référenceur en arrive à ce type de SEO? Bah, par exemple, voir les mots-clés qui peuvent être pertinents par rapport à un texte, ce genre de choses. En fait, quand j'ai fait ma recherche, par exemple, sur les barbecues à gaz, j'étais partie là-dessus parce que je voulais en acheter un, donc ça tombait à pic. Euh, j'ai tapé ce mot et je voulais voir un peu tous les sites qui ressortaient en tapant juste ce mot-là. Parce que je me suis dit qu'il y en aurait des centaines. Et en fait, les 3 quarts des mots-clés qui ressortent on va dire, dans le petit résumé de chaque site, c'est le même mot, barbecue à gaz ou barbecue au gaz. Oui, Et il n'y avait pas de plus que ça. Donc je me suis d'accord. dit que c'était à peu près la même chose pour tous les autres mots. Mais là, en mettant fleur, par exemple, qui est un peu plus vaste, euh, on ne peut pas vraiment être sûr de tomber sur le site qui nous correspond. Il faudrait peut-être mettre plus de mots-clés, parce qu'on n'est pas obligé de mettre qu'un mot, on peut en mettre plusieurs pour que ça soit plus pertinent C'est et qu'on ça. est sûr de tomber sur ce qu'on recherche. Alors oui, après, t'as par exemple SEMrush qui existe. Donc je laisse taper SEMrush. Alors, je ne sais pas ce que c'est. SEMRUSH de mémoire. Voilà, tu l'as décrit. Ok, Alors, c'est le troisième. ok, Et ça, c'est un logiciel d'analyse. Et tu peux écrire un texte, par exemple, sélectionner des mots et voir si c'est suffisamment pertinent, si la phrase n'est pas trop compliquée aussi, etc. d'accord, ok. Donc, Alors, on va mettre par exemple fleur, je pense, pour voir un alors, peu. non, oui, en fait, non, pas là. Il faut que tu t'inscrives et que tu te Ah, connectes. Mais pas de ah oui, d'accord. souci. Donc, voilà. Ok, je Donc, connaissais pas ce site, d'accord. pas de Donc, souci. Après, tu as. Alors, celui-là est très complet, donc il y a plein de trucs à découvrir. Donc, moi, j'ai pas tout découvert personnellement. ok, Mais je trouve vraiment pas mal parce que tu peux avoir des graphes, tu peux analyser tout un site, tu peux juste par exemple écrire un texte et voir si c'est pertinent, les ouais, mots-clés, c'est donc faire de l'analyse de ton texte. Voir aussi si par exemple tu écris une phrase, si c'est pas trop compliqué et si on va dire, bon, pas un enfant de 4 ans hein, très clairement, mais un adolescent peut comprendre ou pas le texte. d'accord. Parce que par exemple, si tu commences à mettre des noms de médicaments, etc., est-ce qu'un enfant de 15 ans va comprendre ou pas ce genre de truc, tu vois? Tu peux avoir ce Oui, type d'analyse. d'accord. Après, un concurrent, par exemple, très connu sur WordPress, c'est Yoast SEO. Donc, vas-y. Alors, tu m'as dit, Yoast, Y-O-A-S-T. Je crois que ça s'écrit comme ça. SEO, tu l'as là. ok, Donc, ça, c'est un plugin qui se met sur WordPress. Voilà, tu le vois. ok. Et ça te permet de faire du paramétrage, en fait. Alors là, il te le met en payant, mais en soi, tu l'as en gratuit aussi, le Yoast Il SEO. existe en free, d'accord. Voilà. Tu vois, il te le Ok. propose. Et c'est pareil, en soi, tu écris ton texte classique, ta Ouais, page ou ton article. Et tu peux, donc tu as téléchargé le plugin et tu mets tes mots-clés, etc. Et ils vont voir si dans ton texte c'est pertinent ou pas, si c'est pas trop utilisé ou justement pas assez sur Google, etc. d'accord. Ok, bah écoute, je vais noter. Parce que c'est vrai que j'ai pas. Après, le SEO, c'est vrai que c'est assez vaste. Et comme je me suis vraiment focalisée sur Google, bon, il y a pas mal de sites que forcément je connais pas, qui n'ont pas forcément été
proposé dans différentes vidéos que j'ai pu regarder pour m'apprendre qu'est-ce que c'était que le SEO, parce qu'à la base, je connaissais de nom, mais sans m'y être penchée plus que ça dessus. Et j'ai vu que c'était assez vaste et que j'ai voulu un peu scinder de façon à ce que ça soit assez clair et présentable pour une petite présentation de 10 minutes. Mais c'est vrai qu'il y a des sites comme le Yoast SEO, je ne connaissais pas, et celui d'avant non plus. Alors, quelqu'un a des questions ou c'est bon pour cette partie? Non? C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, je vais enchaîner. À ton avis, est-ce que par exemple, je peux écrire un texte SEO sur autre chose que sur, par exemple, une page internet? Par exemple, sur Google, tu as des sites internet. Est-ce que je peux écrire ailleurs que sur ces sites internet? Moi, j'aurais dit que c'est par rapport au référencement, donc il faut un moteur de recherche. Ouais. Donc, je t'aurais dit que... Tu veux dire chercher une information ailleurs que sur un moteur de recherche en tapant un mot-clé? C'est pas ça. Ouais, Alors, j'ai pas compris. Voilà. pas de souci. Après, la question n'est pas très claire parce que sinon je te donne la réponse, donc forcément, voilà. Mais par exemple, tu écris un texte, d'accord? Tout un texte, par exemple sur les grippins. Ok? Ok. Est-ce que tu ne vas, par exemple, le mettre que sur les sites internet? Ou pas? Est-ce que tu peux le mettre ailleurs ou pas? C'est ça la question. Vraiment, par exemple, j'aurais été le mettre sur des blogs ou des choses comme ça, mais c'est des sites internet pour moi, un blog. Donc, Oui, en soi, oui. Mais par exemple, supposons que tu écris un article sur WordPress. D'accord? ouais. On va changer de thème, ça sera plus pertinent. Tu écris un Ok. article sur WordPress. Et tu veux, par exemple, développer ta e-réputation. Eh bien, un Mhm. texte SEO bien écrit, ça peut aussi être mis sur LinkedIn, par exemple. C'est là où je voulais en venir, mais c'était pas très clair en soi, ma question. Oui, j'avais compris que tu voulais parler peut-être de réseaux sociaux. Oui, c'est ça. D'accord, j'étais pas sûre, donc je me suis dit peut-être que je dis des bêtises. Oui, oui, tu penses que oui, c'est accessible sur les réseaux sociaux, étant donné que tu peux y mettre des liens aussi. Tout ce qui est, on va dire, affichage public, Oui, alors où on peut se après, référencer oui, avec des après mots. sur certains réseaux sociaux, il est très peu conseillé de mettre des liens Ouais, parce que tu t'auto-sabotes, entre guillemets. d'accord. Mais tu peux écrire un texte bien référencé SEO avec Mhm, les bons hashtags. mhm, Et donc là, tu commences à tomber dans le SMO quand je dis ouais, ça. Mais mhm, avec les bons hashtags, tu peux être bien référencé et donc atterrir dans le fil d'actualité de d'autres personnes. exactement. Voilà. Comme on le fait déjà, par exemple, sur Instagram, on va mettre plein d'hashtags pour être vu sur une photo et avoir de la visibilité. Et on va se retrouver dans plein de thèmes et de mots référencés qui n'ont peut-être pas des fois de rapport même avec la photo qu'on a postée. Exactement. On est d'accord. Oui. C'est pour ça que je n'étais pas sûre que je me suis dit si je réponds ça, c'est un piège, c'est pas possible. Mais Non, oui, non, non, d'accord, pas oui, du tout. j'avais compris. Parfois, il faut voir simple, j'ai envie de dire. Non, mais comme tu me disais, c'était pas le tournée, je me suis dit, oh, à mon avis, elle n'a pas dû me poser cette question, donc je comprenais pas. Mais oui, oui, si, je pense que oui. Après, c'est ce qu'il disait un petit peu, c'est un peu de l'auto-sabotage, comme certains référenceurs le font. Ils vont aller poster à des endroits où, voilà, on perd vite en crédibilité parce qu'on a été posté des liens un peu partout du site pour être vu Ouais. par tout le monde, on va dire, même des gens qui ne sont pas concernés par ce qu'on veut proposer. Et en fait, on se fait vite griller par certains algorithmes comme Google ou autres. Et en fait, on est vite décrédibilisé. Oui, par exemple, après, j'ai envie de dire, donc moi, je poste pas trop de liens externes sur LinkedIn, justement pour éviter ça. Ouais, Mais d'accord. j'essaie de poster tous les jours des petits articles, etc. Ouais. Pour justement augmenter ma propre visibilité. Et c'est ce que je vous Mhm. conseille tous de faire. Donc, vous créez un bon profil LinkedIn. Bon, je vais faire de l'autopub, hein, comme on dit, mais s'il y a besoin d'aide, il y a une des vidéos que j'ai faites qui est sur YouTube. Voilà. Je m'arrête là dans la pub, parce que c'est pas le but, mais voilà. Après, sinon, vous pouvez prendre rendez-vous aussi. Mais donc vous postez régulièrement des articles. Alors vous n'hésitez pas, bien sûr, on n'est pas bête en soi. Vous utilisez ChatGPT, vous lisez ce qui vous a pondu et vous modifiez un petit peu à votre sauce pour que ce soit lisible et surtout juste ce qui vous écrit. Oui. Et L'idée, c'est pas de raconter plein de lignes. Et en fait, il n'y a rien de cohérent, quoi. c'est ça. Mais après, Ok. par exemple,
forcément, vous écrivez un texte SEO avec ChatGPT, vous le collez sur LinkedIn et vous pouvez aussi programmer sur LinkedIn, c'est-à-dire que vous vous bloquez par exemple 2 heures de votre temps pour poster en avance sur 2 mois par exemple. D'accord. Par exemple, demain, je dis, bon, ben, je me bloque 2 heures dans mon planning. Ce qui n'est pas vrai, je vous rassure, demain, j'ai rien bloqué. Mais je bloque donc 2 heures dans mon planning. Et puis, j'écris mes textes, etc. Je paramètre donc pour après-demain, pour après-après-demain, etc., etc., etc. pendant 2 mois. Et comme ça poste tout seul. Alors, un conseil aussi niveau poste, poster le matin, on va dire, entre 7h et 8h30. Parce que c'est le moment où les gens partent au travail. D'accord. Voilà. C'est une heure plus propice parce que les gens sont susceptibles de le voir en arrivant C'est ça, au ou avant travail. de partir, au choix. Ok. Voilà, bon. Fin de la parenthèse LinkedIn. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, des commentaires, etc. à faire? Bah, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé au niveau de la présentation ou est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Moi, perso, j'ai bien aimé. C'était quand même, je trouve que c'était clair, c'était fluide. Et il y avait pas mal de bonnes infos. Bah, merci, c'est gentil. Oui, je partage ce sentiment, présentation très claire, et puis sujet intéressant en plus, puisqu'on on est dans le domaine et Ouais. ça va nous servir, donc super. Merci à toi. Complètement. Merci. Oui, moi aussi, hein, je pense que tu as fait une bonne présentation, tu as fait un bon travail. Tu as dû passer pas mal de temps pour faire une présentation comme ça. Alors, tout ce qui est sur, on va dire, Office, back office, non, parce qu'en fait, c'est un peu, je le maîtrise depuis longtemps, j'ai une formation là-dessus, donc non, j'ai dû mettre à peu près 1 heure et demie pour faire la présentation. J'ai perdu un peu de temps pour faire tout ce qui était petite vidéo où je m'enregistrais pendant que je tapais les mots. Ça, c'était un peu plus long parce qu'il fallait que je le mette au bon format et que c'était un peu trop lourd. Mais après, non, ça a été rapide. C'était plus au niveau de la recherche parce que je connaissais pas non plus le SEO, donc je voulais essayer d'avoir le maximum d'infos sans trop aller trop loin, parce que sinon ça s'arrête plus. Parce qu'il y a toujours beaucoup d'infos sur ce thème-là. Et j'ai voulu scinder, donc j'ai mis à peu près 2-3 jours pour faire la formation et 1 heure pour la créer sur PowerPoint. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Le thème, ça m'a beaucoup plu. Et oui, comme tu disais, en tout cas, c'est dans notre thème, quoi. C'est vraiment dans notre formation, donc j'ai apprécié. Alors, juste moi, je veux rajouter que c'était très bien aussi la présentation et aussi côté visuel, quoi, parce qu'au-delà du contenu, il y a aussi le visuel, donc c'était très bien fait, quoi. Oui, je voulais pas trop vous perdre. Alors 10 minutes, c'est peu, mais je me suis dit que si je mettais des petites vidéos, des animations, pour que ça change un peu de mon monologue, parce qu'il y a que moi qui parle forcément, faire une petite animation sur certains thèmes, je trouvais que ça pouvait agrémenter la présentation et que ça pouvait être sympa. d'ailleurs, Cindy, si tu pouvais mettre le logiciel que tu as utilisé potentiellement pour te filmer dans Top Astuce, ça serait pas mal. Alors après, je suis sur Windows, donc alors c'est un peu particulier, je sais pas si c'est drôle, mais c'est parce que je joue aux Sims à la base. Et donc je joue sur EA Game, et en fait, dessus, on peut se filmer. Et c'est à partir de là, donc j'ai fait le raccourci clavier pour enregistrer ce que j'étais en train de taper. Ça m'a créé une vidéo sur ce logiciel, et en fait, je l'ai extrait. D'accord, ok. C'est pas un logiciel basé dessus. Mais après, pour le convertir et tout ça, je suis allée sur un logiciel internet comme Candy, toutes ces choses-là pour formater. Et en fait, après, je l'ai mis à ce que ça soit moins gros en termes de volume et en qualité pour que ça soit pas trop pixelisé, tout moche en fait. Ok, alors attendez. Juste Adeline, est-ce qu'on peut utiliser Canva pour faire nos présentations Oui, bien sûr, pas de souci. Donc, peu importe l'outil de création. Donc. Pas de problème, il n'y a pas de souci, vous utilisez les logiciels que vous voulez. Là-dessus, pas de souci. Alors Cindy, est-ce que tu peux remontrer vite fait ton PowerPoint parce qu'il y a une personne qui vient d'entrer, donc potentiellement juste remontrer. Oui. Voilà. Après, va à la 2, s'il te plaît, j'aimerais voir un truc. Alors, ce qui pourrait être pas mal, alors je dis de manière générale, hein, c'est de mettre les numéros des pages aussi. D'accord. Voilà, ça, très souvent, en fait, quand on fait un jury, donc c'est un aparté là, quand les jurys, on aime bien avoir les numéros des slides pour juste pouvoir noter le numéro et ensuite revenir dessus pour vous poser les questions.
Ah, ok, oui, je comprends. D'accord, pas de souci. Donc voilà, je laisse continuer. Tu veux que je change de page? Oui, vas-y, passe doucement de l'une à l'autre. En fait, je suis partie sur une thématique où tous les menus, enfin tous les thèmes étaient d'une forme comme ça, avec le même fond d'écran, le même positionnement. Et en fait, à chaque slide que j'ajoutais, je partais sur une nouvelle diapositive avec une disposition différente. Elles sont jamais identiques. À part quand je voulais donc vous mettre des mots-clés importants, je partais sur une présentation et je les coupais par des vidéos. Par exemple, le référencement, je parle d'abord du SIA et je fais ma présentation en vidéo. Et ensuite, je parle du SEO et là, je refais ma présentation sur le SEO. Ok. Après, c'est bien parce que ce que je veux dire, c'est quand même, il y a une cohérence visuelle. Je trouve ça pas mal du tout. En fait, moi, ce que je voulais faire, c'est que ça soit, que ça signe comme un fil rouge, on va dire, une espèce de cohérence. Bon, après, ça, c'est ce que j'ai appris quand on m'a expliqué comment faire des PowerPoint. C'était le but, c'est que on n'ait pas l'impression que quand on passe à chaque slide, on ait besoin de se remémorer la slide précédente. Normalement, c'est une continuité. Donc, j'ai voulu faire dans cette idée-là, à peu près, que ça soit cohérent et que chaque thème soit vraiment alimenté par une définition, un support visuel, et ensuite toutes les choses que j'avais à dire et les mots-clés, comme là, où en fait, je voulais pas mettre plein de mots, parce qu'en fait, le but, c'est pas que vous lisiez pendant que moi je parle, c'était que je vous mette les mots, on va dire les grandes lignes, et qu'à chaque grande ligne, moi, je vous expliquais avec ce que j'avais à dire pour que vous puissiez comprendre. Et je trouvais que c'était plus fluide que si je vous mettais plein de mots à lire. Je pense qu'on retient moins bien que quand quelqu'un parle, en fait. Exactement. Après, ce que je disais tout à l'heure, même une personne a dit, donc oui, le SEO fait partie de votre métier, mais en général, c'est plutôt le concepteur UI qui sélectionne les mots. C'est lui qui est plutôt sur les réseaux sociaux, sur le référencement, sur la mise en page, etc. C'est plutôt lui qui s'en occupe, le concepteur UI. Alors, Et lui, il nous transmettra ces informations-là en tant que développeur pour les inclure dans le site, dans la création du site. c'est ça. En fait, le concepteur UI, pour faire simple, c'est le web designer, pour ceux qui connaissent pas ce terme technique. Et Ouais. donc, c'est lui qui va faire les maquettes. C'est Mhm. c'est lui qui va aussi, en faisant ça, il va aussi s'occuper un peu de la com. Mhm. Et donc, forcément, en s'occupant de la com, il y a une partie SEO. Voilà. D'accord. Mais Oui, de base, c'est pas quelque chose qu'on pourrait nous demander en tant que développeur web. pas forcément, non. D'accord. Mais je trouvais ça Ça peut arriver. intéressant de vous le faire voir, donc c'est pour ça. D'accord. Ok. C'est pas une tâche qui est, on va dire, prédéfinie dans notre métier. C'est un plus. Si par exemple quelqu'un nous demande et on s'est un peu positionné dessus en disant bon moi j'en ai déjà fait, je sais en quoi ça consiste, je me sens prêt à le faire. Là on peut proposer nos services, mais de base dans un poste de développeur web, on va pas nous demander de faire du SEO. Non. Alors moi, la seule fois où j'ai vu un développeur en faire, pour dire ça remonte à il y a des années, c'était dans un stage, c'était une start-up. Et en fait, le développeur devait sélectionner les mots-clés. Donc c'était la community manager qui était à côté de lui, en train de lui dire la liste des mots-clés qu'elle voulait mettre dans la D'accord. petite description sous le site, quoi. Enfin, sur Ok. Google, quoi. Voilà. C'est la seule fois où j'ai vu un développeur le faire. Ouais. D'accord. Donc voilà. Ça marche. Ok. Ok. Sinon, c'était bien la présentation. Donc, continue comme ça pour la suite, j'ai envie de dire. D'accord. Ok. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Là aujourd'hui de toute façon il y avait que moi qui passais ou il y avait une autre présentation? Alors non, il n'y avait que toi. D'accord. L'autre personne a annulé. D'accord. Et voilà, parce qu'elle m'a prévenu qu'elle pouvait pas. Elle pouvait juste écouter vite fait et puis elle partait. D'accord. Donc voilà. Ça Est-ce marche. est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde a compris le SEO? Quelqu'un a des questions à nouveau, etc. Ou c'est bon? C'est acté. Alors, c'est tout bon pour moi. En tout cas, merci bien. C'est intéressant. Super. Donc, vous vous en doutez que je vais vous donner du travail. Je plaisante.
Non, non, ce que je vous conseille, alors c'est un conseil bien évidemment, après vous faites comme vous voulez, hein, mais postez régulièrement sur LinkedIn, c'est vraiment très important. J'insisterai pas autant si c'était pas important en fait. D'accord. Quand je dis vous, c'est tout le monde, hein. Après, le fait de poster sur LinkedIn, c'est aussi avoir peut-être du contenu à proposer. Et est-ce que tu penses que le fait qu'on ait commencé la formation il y a peu de temps, tu penses qu'on serait assez crédible à aller se mettre sur LinkedIn et à proposer des services alors que notre formation, elle n'est pas encore... par exemple, j'ai dit une bêtise pour moi me concernant. J'ai commencé qu'en fin février. Qu'est-ce que je pourrais proposer comme service sur LinkedIn ou me vendre sur LinkedIn alors que je ne suis pas encore assez expérimentée? Alors là, tu soulèves un point intéressant en soi. J'ai beaucoup d'apprenants qui sont dans le cas, ben, je débute, je ne sais pas, etc. Mais on est d'accord que tu suis des cours Oui, jusqu'à présent. Voilà. Qu'est-ce que tu vois en cours? Tu as vu par exemple le HTML? oui, Ok. Donc tu as vu les balises HTML. oui, Tu as appris le langage. oui. Enfin, c'est pas un langage, mais bon, bref, voilà. T'as, t'as appris la syntaxe, t'as appris aussi à indenter ton code, etc. Oui, Donc, tu peux faire des articles là-dessus. Tu peux faire des articles sur le HTML, par exemple. d'accord. Alors, je vais noter. Donc, tu as appris le CSS aussi. Tu peux faire sur le Oui. CSS. Tu as appris un peu JavaScript. Tu peux faire pareil sur JavaScript. Alors, juste en aparté, je ne sais pas si vous en êtes là vous aussi, mais j'ai suivi par rapport à la formation. Je suis tombée sur une vidéo YouTube sur le JavaScript. J'ai regardé 2 fois, ça a duré 1 heure. J'ai rien compris. Je comprends pas ce qu'il fait en fait dans la vidéo. Alors, soit j'ai loupé une vidéo et je suis en retard, ou j'ai mal suivi le cheminement de la formation, mais pourtant je pense pas. Il est dans le code. À un moment donné, il va donc sur la page, comment ça s'appelle, l'inspecteur de code sur une page web, et il tape des codes. Je sais pas d'où il les sort, et je vois pas ce que je dois apprendre en fait sur le JavaScript. Pour l'instant, j'ai pas encore compris en quoi ça consiste, donc je me suis dit que j'allais aller voir d'autres vidéos parce que ça m'a perdu. Ok. Je sais pas si ça l'a fait à d'autres ou alors si Je c'est que partage, moi. si, ouais, je partage ton point de vue. Si tu parles des vidéos sur le JavaScript dans les compétences à acquérir en amont, c'est Oui, c'est ça? ça. Oui, Oui, bah, moi aussi, ouais, effectivement, tu tombes sur une vidéo d'un gars qui te présente, mais j'ai presque envie de dire qu'il n'a aucun fil conducteur, c'est-à-dire qu'il te oui, balance des infos comme ça, il n'y a pas c'est ça. de... Je vois pas où Moi-même, il veut hein, en venir. j'avoue que... Alors, tu as un premier cours, t'as comme ça, tu as 1 heure de vidéo, mais Ouais, ensuite, si tu regardes en dessous de la vidéo, tu as un lien qui te donne sur la partie 2. Et si j'ai bien compris, en fait, tout son cours sur le JavaScript est censé être en 6 parties, mais tu n'as accès qu'aux 2 premières. Et pour les suivantes, il t'envoie sur son site à lui. J'y suis allé, j'ai pas retrouvé les 4 autres parties finalement. Et ouais. c'est vrai que les 2 premières parties que j'ai faites, pareil, je suis comme toi. J'avoue que j'étais un peu perdu. Du coup, bah, comme toi, j'ai été suivre d'autres cours sur le JavaScript. Je D'accord. sais pas si j'ai le droit de les citer, mais dont Open Classroom, qui est finalement très très bien foutu. Oui, je vais citer quand même comme toi. J'ai été chercher, je suis tombée sur Open Classroom qui avait l'air d'avoir une bonne note, une bonne notoriété, et ça avait l'air d'être. Enfin, en tout cas, j'ai suivi une première vidéo et je comprenais déjà mieux qu'en suivant le cours sur e-learning. Donc, je me suis dit, bon, je vais commencer par suivre par là parce que je comprends rien à ce qu'il fait, quoi. Après, donc je sais pas si je l'ai dit à tout le monde ici, mais les quelques compétences en amont, c'est juste une immersion. Vous reverrez ça après par la suite. Mais D'accord. après, comme je viens de le dire, donc pour revenir dans le sujet, ben voilà, tu vois, tu as par exemple toute la partie HTML, tous les points que tu as vus, tu peux les poster. Tu peux Hum, faire des articles là-dessus. Te limite pas en fait à ce que tu ne sais pas, limite-toi à ce que tu sais. d'accord. Donc voilà. Et dis-toi qu'on débute tous un jour, à un moment donné. Oui. Oui, mais après, j'avoue que alors, je suis pas de ce domaine. Je suis dans la gestion de patrimoine. Bon, ça a aucun rapport avec le développement. Bon, après, j'aime l'informatique et j'ai toujours aimé, on va dire, coder, mais sur tout ce qui était Excel, des choses comme ça. J'aimais faire du développement là-dessus. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller dans un métier qui est dans le développement, parce que c'est vraiment plus une passion qu'un métier. Enfin, j'aime vraiment. En plus, on apprend tous les jours, ça change tout le temps. Donc, c'est vraiment novateur. Mais sur le coup, il y a des choses où, en fait, quand j'écoute une vidéo, je me dis, mais alors, soit je suis pas du tout à ma place, soit je comprends rien, ou alors j'ai loupé un bout. Et je me suis dit, bon, je vais pas, j'ai peur d'être seule dans ce cas-là, donc je reste dans mon coin, on va dire, je vais être personne. Mais c'est vrai que quand tu veux apprendre et que tu comprends pas,
c'est assez dur parce que en étant à distance, on n'a pas un prof, on va dire on peut lever la main dans la classe et s'entraider de la même manière que là à distance. Et c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué de se dire est-ce que je suis la seule à pas comprendre ou est-ce que je suis vraiment je suis vraiment pas à ma place quoi. Alors, Et c'est vrai que dans ce domaine, comme c'est assez vaste et compliqué, c'est pas simple d'être développeur, je pense. Enfin, c'est pas un métier classique. C'est vrai qu'on peut vite se poser la question est-ce que j'ai compris ou pas. Et des fois, je pense savoir des choses. Et imaginons je me trompe, je me trompe tout le long, quoi. non, mais après, comme je dis toujours, les seules questions bêtes qu'il y a, c'est celles qu'on pose pas. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas, entre guillemets, à poser des questions dans Aide entre apprenants, vous entraider là-dessus. Parce que c'est le but. Donc oui, Marc, j'ai vu que tu levais la main. Non, mais c'est ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, ne pas hésiter à poser des questions sur le Discord, parce que c'est ce que j'ai fait avec. Je sais plus, c'était à propos de quelle balise où justement j'avais posé une question parce que j'étais plus très sûr. Je me demande si c'était à propos du normalize.css ou du reset.css. Donc j'étais pas trop sûr sur lequel il valait mieux utiliser. Et j'ai eu des réponses rapidement. Donc ouais, le Discord est pas mal, comme il y a de plus en plus de monde dessus. C'est pour ça que je vous ai tous rapatriés sur le même. Alors ça va bientôt prendre fin l'appel. Mais donc voilà, c'est pour ça. Alors ceux qui n'y sont pas encore sur le nouveau Discord, alors de la promo 18, je précise. Ceux là 19-20 ne bougent pas. C'est la promo 18 vu qu'ils sont moins nombreux qui viennent à la 19-20. N'hésitez pas, rejoignez la 19-20. Donc maintenant c'est 18-19-20. Et voilà. Ça marche. Ok, donc c'est bon pour moi niveau ce sujet. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc on clôture la réunion. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à présenter? Je pose la question à tout hasard.